À l'automne 1991, le paisible quartier américain de Portland, dans l'Oregon, fut bouleversé par la disparition soudaine d'une jeune fille. Disparue dans son sommeil, sa mère retrouva le lit vide et la fenêtre grande ouverte. 9 ans plus tard, elle retrouva un vieux jouet enregistreur appartenant à sa fille, et lorsqu'elle appuie sur lecture, elle entend quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû entendre, révélant une vérité si troublante qu'elle conduirait les enquêteurs à la découverte la plus choquante de leur carrière. Cet après-midi-là, à Portland, dans l'Oregon, Karen Mitchell se tenait dans ce qui était autrefois sa maison, fermant les derniers cartons avec du ruban adhésif. La maison semblait différente maintenant, plus vide, même si la plupart des meubles étaient restés. Ce N était plus sa maison, elle appartenait à David, son ex-mari. Et cette réalité l'enveloppa comme une lourde couverture. David s'agenouilla près d'elle, fixant un autre carton avec du ruban adhésif. Ses gestes étaient prudents, méthodiques, comme il faisait tout. Ils travaillèrent dans un silence confortable, un rythme qu'ils avaient développé au cours de 15 années de mariage. Même le divorce n'avait pas pu effacer cette familiarité. « Celui-ci est prêt », dit Karen en lui poussant une boîte. Elle contenait ses uniformes d'infirmière, ses manuels médicaux et le stéthoscope qu'elle avait reçu à la remise des diplômes. David souleva la boîte avec aisance, ses bras de charpentier encore forts à 45 ans. « Je vais m'en occuper », dit-il en se dirigeant vers la porte d'entrée. Karen ferma une autre boîte, essayant de ne pas penser à la façon dont cette maison était devenue un mausolée de souvenirs. Ils avaient essayé de préserver leur mariage après la disparition d'Emily. Mais le deuil avait des formes différentes selon les personnes. David S. était replié sur son atelier et ses séances de thérapie. L.S. était donné corps et âme à l'hôpital, travaillant jusqu'à ce que les épuisements fassent taire les questions qui la hantent. Les disputes avaient de commencer sans lendemain. À qui revient le tour des courses? Pourquoi la facture d'électricité était si élevée? Mais elles savaient toutes deux ce qui se cachait derrière. La faute, la culpabilité, le terrible poids de l'ignorance. Il y a 6 mois, ils avaient enfin admis ce qu'ils savaient tous les deux depuis des années. Rester ensemble ne ramènerait pas Emily. David revint en essuyant la sueur de son front. Cet après-midi de juin était chaud, et charger les cartons dans la Honda Civic de Karen était un travail pénible. « C'est la plupart, dit-il, plus que quelques cartons. Je veux visiter sa chambre, dit doucement Karen, une dernière fois. » Le visage de David s'adoucit. « Bien sûr, je finirai de les charger. » Il prit une autre boîte, lui laissant un peu d'intimité pour ses adieux. Karen gravit l'escalier familier, sa main caressant la rampe en chêne que David avait installée à leur arrivée. Chaque craquement du plancher lui rappelait un souvenir. Elle s'arrêta devant la porte de la chambre d'Emily, se dissimulant avant de tourner la poignée. La chambre était restée exactement comme ce soir-là de 1991. Des murs roses ornés de papillons peints à la main, une commode blanche recouverte d'autocollants, le petit lit avec sa couette Mon Petit Poney. Seule la fenêtre avait changé, équipée de nouvelles serrures et de barreaux de sécurité, arrivée trop tard. Karen se souvenait de cette nuit d'octobre avec une clarté cristalline. Elle avait fait 2 gardes à l'hôpital et était rentrée chez elle à 3 heures du matin, épuisée. David dormait. Par habitude, elle était allée voir Emily et avait trouvé le lit vide, la fenêtre ouverte, l'air frais de l'automne filtrait à travers les rideaux. La police avait d'abord été minutieuse. Chiens de recherche, hélicoptères, des centaines de bénévoles ratissant les bois derrière leur quartier. Ils n'avaient rien trouvé. Pas d'empreinte digitale, pas de traces de pas, aucun signe de lutte. Juste une petite fille de 5 ans qui avait disparu dans la nuit. L'affaire était restée lettre morte malgré l'attention médiatique initiale. Le FBI avait été brièvement impliqué, mais, faute de preuves de trafic interétatique, il était retiré. La police locale avait maintenu l'enquête ouverte, mais n'avait aucune piste à suivre. Karen s'approcha de l'armoire où la photo d'Emily était encadrée d'argent. Sa fille lui rendit son sourire, les dents écartées et les yeux brillants, vêtue de la chemise rayée et de la salopette en jean qu'elle adorait.
Karen embrassa ses doigts et les pressa contre la vitre. « Au revoir, ma petite fille » murmura-t-elle. S'essuyant les yeux, elle quitta la pièce et descendit. David l'attendait près de sa voiture, les derniers cartons chargés. Ils se tenaient face à face dans l'allée, deux êtres qui, étaient promis une vie éternelle et qui se préparaient désormais à vivre séparément. « Ça va aller ?» demanda David. « Je vais me débrouiller, » dit Karen. « Nous le ferons tous les deux. » Elle monta dans sa voiture et baissa la vitre. David se pencha, l'inquiétude creusant son visage. « Tu es sûr de vouloir prendre toutes ces affaires? Ton appartement n'est pas si grand. Si j'ai besoin de plus d'espace, je louerai un garde-meuble, » répondit Karen. « Ce n'est pas un problème. » Elle marqua une pause, s'adoucissant. « Prends soin de toi, David. On se reverra. »« Ouais, » dit-il en reculant. « Conduis prudemment. » Les 15 minutes de route jusqu'à son nouvel appartement lui donnaient l'impression de traverser une autre vie. L'immeuble était un modeste complexe près de l'hôpital, pratique pour ses gardes de nuit. Elle avait loué un 2 pièces au 2e étage. Une pièce pour elle et une autre pour le stockage. Déménager les cartons prenait des heures. Le chariot à roulettes de l'immeuble l'aidait, mais elle devait encore faire plusieurs allers-retours. Ses nouveaux voisins observaient avec curiosité, mais ne proposaient pas d'aide. Ce N était pas grave. Hélène était pas prête pour de nouvelles relations. Le soir, des tours de carton remplissaient son salon. Karen s'effondra sur son canapé d'occasion, épuisée. Elle aurait dû déballer ses affaires essentielles, ses vêtements de travail, ses affaires de toilette, ses ustensiles de cuisine. Au lieu de cela, son regard revenait sans cesse vers la boîte marquée « Les favoris d'Émilie ». Incapable de résister, elle la tira vers elle et ouvrit soigneusement les rabats. David l'avait emballée pendant qu'elle s'occupait de la paperasse. Elle lui avait demandé d'y inclure les objets préférés d'Émilie. Au sommet se trouvait une chouette violette, une peluche, la licorne préférée d'Émilie et une collection d'autres poupées. En dessous, des robes et des pyjamas soigneusement pliés, encore chargés d'un léger parfum d'enfance, du shampoing pour bébé Johnson's et des biscuits Graham. En dessous, des livres appréciés aux coins pliés étaient éparpillés. Du velours côtelé, là où vivent les créatures sauvages, le lapin en velours côtelé. Puis Karen le vit, le magnétophone à cassette rouge et blanc, pas le modèle Fisher-Price hors de prix qu'Émilie avait voulu pour son 5e anniversaire, mais une version générique de Toys Plus. Ils avaient économisé pour un nouveau chauffe-eau cette année-là. Le compromis semblait alors raisonnable. Karen souleva le jouet, surprise par son poids. Les piles étaient probablement mortes depuis longtemps. Elle trouva le compartiment à piles et découvrit qu'il y avait une légère fuite, laissant des résidus incrustés. Après avoir nettoyé les contacts avec un mouchoir en papier, elle inséra des piles AA neuves dans son tiroir à bric-à-brac. Le bouton de lecture s'enclencha avec un bruit mécanique familier. L'air était grésillant. Puis une petite voix éleva. « Test, test, ici, Émilie Marie Mitchell, et j'ai 5 ans. » Le cœur de Karen se serra. Elle n'avait pas entendu la voix de sa fille depuis 9 ans. Des larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'Émilie continuait à parler de sa journée, de ses amis à la maternelle, du papillon qu'elle avait vu dans le jardin. Puis l'enregistrement changea. Bruit de fond. Mouvement. La voix de David, lointaine mais claire. « Émilie, viens dans la chambre de la princesse quand tu auras fini. Tu te souviens de ce que j'ai promis? Une fois qu'on aura fini, on ira chez Toys R Us pour ce nouveau My Little Pony. » Karen fronça les sourcils. « Chambre de princesse ?» Elle rembobina et rejoua. Le ton de David était différent de d'habitude, enjôleur, presque hargneux. Et Émilie ne s'intéressait pas particulièrement aux princesses. Elle préférait les animaux. Dragons, licornes, chiots. Peut-être que David avait essayé de la détourner de ses centres d'intérêt. Les parents faisaient ça parfois, en encourageant leurs enfants à découvrir d'autres jouets. Le Mon Petit Poney promis était une bonne façon de les récompenser pour leur bonne conduite. Karen fouilla la boîte, mais ne trouva aucune figurine de poney. Peut-être était-il dans une autre boîte, ou David les avait-ils gardés?
Certains jouets avaient été trop pénibles à emballer. Elle réécouta l'enregistrement, écoutant attentivement chaque mot. Chambre de princesse, une expression étrange. David n'avait jamais parlé de la chambre d'Émilie de cette façon. Était-ce un jeu auquel il jouait? Un surnom spécial qui lui avait échappé? Après tout, David avait passé la majeure partie de la journée avec Émilie. Elle mit le magnétophone de côté et commença à déballer ses affaires personnelles. Les heures passèrent, tandis qu'elle aménageait sa vie dans de nouveaux espaces. De la vaisselle dans des placards inconnus, des vêtements dans un placard plus petit, des photos sur d'autres murs. En ouvrant son classeur pour classer ses papiers importants, elle s'est rendue compte qu'il manquait quelque chose. Ses documents de renouvellement de licence d'infirmière N étaient pas là. Elle a vérifié chaque dossier 2 fois, puis a fouillé les boîtes portant son nom. Rien. L'horloge indiquait 20h30. Son service commençait à 22h. Sans ces documents, elle ne pouvait pas prouver que ses qualifications étaient à jour. L'administration de l'hôpital était stricte sur les formalités administratives. Elle composa le numéro de David avec son nouveau téléphone. Il répondit à la 3e sonnerie. « Karen, tout va bien ? Je ne trouve pas mes papiers d'autorisation d'exercer, dit-elle. Je crois que je les ai laissés à la maison. Ça te dérangerait que je passe voir ? Oh, un instant. Je viens de partir pour ma séance de thérapie de groupe pour le deuil. Je ne reviendrai pas avant tard. » Karen a jeté un coup d'œil dehors. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose. J'en ai vraiment besoin pour mon service ce soir. Puis-je utiliser ma clé ? Bien sûr, dit David. Tu sais où tout est. Ferme-la à clé en partant. Merci, merci. Pas de problème. Bonne chance pour ce soir. Karen raccrocha et attrapa ses clés. Le poids familier de la clé lui semblait étrange, vestige de son ancienne vie qu'elle devrait probablement retrouver bientôt. Elle laissa les cartons déballés éparpillés dans son salon et se dirigea vers sa voiture. Karen s'engagea dans l'allée familière un quart d'heure plus tard. La maison se détachait sur le ciel du soir, les fenêtres reflétant les derniers rayons du soleil couchant. Étrange comme une maison pouvait vite devenir un simple bâtiment. Elle entra par la porte d'entrée, allumant les lumières tout en traversant la maison. Tout était resté exactement là où elle l'avait laissé quelques heures plus tôt. Mais le vide était plus marqué maintenant. La chambre de David maintenant, se rappela-t-elle, se trouvait au bout du couloir. Elle poussa la porte et alluma la lumière du plafond. Le lit queen qu'il partageait depuis 15 ans paraissait étrange, avec un seul oreiller. David avait déjà effacé toute trace de sa présence. Pas de coupelle à bijoux sur la commode, pas de roman d'amour sur la table de nuit. Le classeur se trouvait dans le coin, là où il avait toujours été. Elle ouvrit le 2e tiroir et trouva le dossier en papier kraft intitulé « Licence médicale », exactement là où elle l'avait rangé. Tous les documents étaient là, son permis original, les formulaires de renouvellement, les certificats de formation continue. Un soulagement l'envahit. Au moins, cela n'affecterait pas son travail. Elle glissa le dossier sous son bras et jeta un rapide coup d'œil dans la pièce. Rien d'autre ne semblait oublié. Alors qu'elle se retournait pour partir, les mots du magnétophone résonnèrent dans son esprit. Chambre de princesse. Cette phrase la taraudait. Une pièce de puzzle qui ne s'emboîtait pas. Elle se retrouva à remonter l'escalier menant à la chambre d'Émilie. La porte grinça lorsqu'elle entra. Sans le fouillis de jouets et de vêtements qu'elle avait emportés plus tôt, la pièce paraissait plus grande, plus triste. Elle fit lentement le tour de la pièce, caressant les murs du bout des doigts, s'attendant presque à trouver une décoration de princesse oubliée. Rien, pas de château, de diadème, ni d'image de conte de fées. Elle ouvrit la porte du placard. Des cintres vides s'entrechoquèrent dans la légère brise qui accompagnait son mouvement. L'armoire était adossée au mur du fond. Lorsqu'elle s'en approcha, le vieux meuble bougea légèrement, s'inclinant vers elle. Sans le poids des vêtements à l'intérieur, ses problèmes structurels étaient évidents. Le pied avant gauche ne touchait pas correctement le sol. Elle examina l'espace et remarqua que les planches de bois S étaient déformées en dessous. La pièce avait été si souvent fermée depuis la disparition d'Émilie
que l'humidité S était probablement accumulée. Le climat humide de Portland était dur pour les vieilles maisons. L'armoire vacillait lorsqu'elle essayait de la stabiliser. Un bon coup aurait pu le faire tomber complètement. Elle ne pouvait pas le laisser comme ça. S'il tombait pendant la nuit, David pourrait croire que quelqu'un S était introduit par effraction. La dernière chose dont il avait besoin, c'était d'une telle frayeur. Elle regarda sa montre. 19h30. La quincaillerie d'Harrison restait ouverte jusqu'à 20h. Elle pourrait prendre des cales en bois pour la niveler et faire une petite réparation avant son service. Le téléphone sonna en bas, une sonnerie aiguë dans le silence de la maison. Karen se précipita, s'apprêtant instinctivement à répondre. Sa main était sur le combiné lorsqu'elle s'arrêta. Ce N était plus sa maison. David méritait son intimité. Les appels qui arrivaient ici ne la regardaient plus. Elle ramassa son dossier et son sac à main, éteignant les lumières en se dirigeant vers la porte. Le téléphone cessa de sonner. Après un silence, le répondeur se déclencha. La voix enregistrée de David dit « Vous êtes bien chez les Mitchell, veuillez laisser un message ». Une voix de femme emplit la pièce, chaleureuse mais inquiète. « David, je suis Madame Jansen du groupe. Je voudrais que vous me rappeliez au plus vite. Nous devons discuter de votre présence et de votre participation. Tu as manqué 3 séances maintenant. Ça fait 3 semaines, David. Le groupe est inquiet. S'il te plaît, appelle-moi. » Karen se figea. 3 semaines? Mais David venait de lui annoncer qu'il était en thérapie. Tous les mardis soirs depuis 5 ans, il participait à son groupe de thérapie de deuil. C était l'une des rares constantes dans leur vie après Émilie. Madame Jansen avait été leur soutien dans les moments les plus difficiles. Thérapeute diplômée et spécialisée dans la perte parentale, elle avait créé ce groupe spécialement pour les parents d'enfants disparus. Karen y avait participé pendant 2 ans avant que les séances ne deviennent trop pénibles. Pourquoi David mentirait-il sur sa présence? Où allait-il tous les mardis? Elle voulait rappeler Madame Jansen, mais ce serait aller trop loin. Ce qui arrivait à David N était plus de sa responsabilité. Pourtant, l'inquiétude la rongeait. Ils étaient promis de rester amis, de se soutenir mutuellement, même après le divorce. Karen verrouilla la porte d'entrée et se dirigea vers sa voiture. La Honda était équipée d'un téléphone de voiture coûteux installé par l'ancien propriétaire. Un luxe qu'elle gardait pour les urgences. Elle prit le combiné encombrant et composa le numéro de David. L'air du soir S était rafraîchi, apportant avec lui le parfum des pins et de la pluie au loin. Les lampadaires clignotaient le long de la rue tranquille de banlieue. Ce quartier était leur rêve, lorsqu'ils avaient acheté la maison 10 ans plus tôt. Sûr, familial, bonnes écoles. Désormais, C était un endroit comme un autre où Émilie N n'était pas. Le téléphone sonna à son oreille. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle a failli raccrocher. Puis David a répondu. « Allô ?» Sa voix était tendue, haletante. « David. »« C'est moi, » dit Karen. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Où es-tu? Tu es en thérapie ?» Un silence s'installa entre eux, seulement interrompu par les parasites sur la ligne téléphonique de la voiture. « David, » dit-elle, « tu m'entends? »« Oui, bégaya David. « Enfin, non, mais j'y suis. » Ces mots sont sortis rapidement. Je suis allé chercher Matthew. Tu sais qu'il habite assez loin d'ici, mais nous avons prévu d'assister à la séance ensemble. J'aurai 15 minutes de retard. Pourquoi demandes-tu ça? Il y avait quelque chose d'anormal dans sa voix. Karen avait déjà entendu David mentir. Des mensonges éhontés sur les fêtes surprises. De petits mensonges pour ménager les sentiments. Ça avait la même qualité. Les mots viennent trop vite. Les explications sont trop détaillées. Je ne voulais pas insister, dit prudemment Karen. Alors que J était chez vous pour récupérer mes papiers, j'ai reçu un appel. Je suis tombé sur ma messagerie. Madame Jansen. Ah oui. David a ri, mais ça semblait forcé. Je sais qu'elle n'aime pas que quelqu'un soit en retard aux séances de thérapie de groupe. J était en retard à plusieurs réunions, alors peut-être qu'elle voulait m'en parler. Être en retard, c'était différent d'être absent. 3 semaines de séances manquées,
Ce n'était pas la même chose qu'arriver 15 minutes après le début. Qu'a-t-elle dit sur le répondeur? Demanda David d'un ton trop décontracté. Karen hésita. Une partie d'elle-même avait envie de le confronter directement. Mais à quoi bon? Ils étaient divorcés. Ses choix lui appartenaient, désormais. Rien de particulier, dit-elle. Je voulais juste que tu me rappelles. Ce n'est pas grave. Bon, je devrais y aller. Matthew attend. Bien sûr. Conduisez prudemment. Toi aussi. Au revoir, Karen. La ligne a été coupée. Karen fixa le téléphone un instant avant de raccrocher. En 15 ans de mariage, elle avait appris à décrypter les humeurs de David, ses signaux. Il mentait assurément. Elle démarra la voiture et quitta la maison. La quincaillerie Harrison N était qu'à 5 minutes. C était une entreprise familiale qui avait survécu à l'arrivée des grandes surfaces grâce à son excellent service et à la fidélité de sa clientèle. La sonnette au-dessus de la porte sonna lorsqu'elle entra. George Harrison, le fils du propriétaire, leva les yeux de derrière le comptoir et sourit. « Karen, content de te voir. Comment vas-tu? Bien, George. Il me faut juste quelques cales pour une armoire bancale. À l'étroit, à mi-hauteur. » Il appela un autre client, puis l'appela. « Dis donc, comment avance le projet de rénovation de David? Il a besoin d'un coup de main? J'ai du temps libre ce week-end. » Karen marqua une pause, perplexe. « La rénovation? Oui, la salle de loisirs qu'il construit. Il était là le week-end dernier et a acheté un chariot plein de provisions. Je crois que tu te trompes, dit lentement Karen. Nous n'avons pas de travaux de rénovation. » Georges fronça les sourcils et se gratta la tête. Je suis presque sûr que C était David. Il acheta des panneaux de contreplaqué, de la peinture, de nouveaux outils et annonça qu'il allait enfin aménager cet espace de loisirs dont il avait toujours parlé. Un espace de loisirs? David avait mentionné en avoir envie il y a des années, à l'époque où il faisait encore de la menuiserie pour le plaisir. Mais après la disparition d'Émilie, il avait perdu tout intérêt pour ses loisirs. « Eh bien, » dit Karen en forçant un sourire, « je vais lui demander merci pour l'information. » Pas de problème, les cales sont exactement là où je les avais indiquées. Karen a trouvé ce dont elle avait besoin rapidement, a payé son achat et est retournée à sa voiture. Le sac de quincaillerie se froissa lorsqu'elle le posa sur le siège passager. Un projet de rénovation dont elle ignorait tout. Des séances de thérapie manquées, des mensonges sur l'endroit où il était ce soir-là. Les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas, mais Karen n'avait pas encore une vue d'ensemble. Peut-être que David traversait simplement une période difficile avec le divorce. Chacun gère le deuil et le changement différemment. Il était peut-être lancé dans un projet pour faire face à la situation, trop gêné pour admettre qu'il avait arrêté sa thérapie. Elle vérifia l'horloge du tableau de bord. 20h05. Si elle se dépêchait, elle pourrait arranger sa garde-robe et arriver à l'heure à son service. La soirée avait pris une tournure surréaliste. Ce matin-là, elle était mariée et vivait dans ce quartier. Elle était désormais une visiteuse dans sa propre vie, découvrant les secrets d'une maison qui n'avait autrefois gardé aucun mystère. Elle tourna la clé dans le contact et retourna vers la maison de David, inconsciente que chaque kilomètre la rapprochait de réponses qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Karen s'engagea dans l'allée de David pour la 2e fois ce soir-là. Le sac de quincaillerie bruissa tandis qu'elle le ramassait avec son sac à main. Elle ferait vite fait, réparerait la garde-robe et partirait pour son service. Les paroles de Georges à propos des rénovations lui revenaient en tête. Peut-être que David retournait vraiment à ses anciens passe-temps. Durant leur cours, il avait passé ses week-ends à fabriquer de magnifiques figurines en bois, des hiboux, des renards, des oursons aux détails complexes. Ses mains étaient si douces et précises, insufflant la vie au bois brut. Sa clé tournait facilement dans la serrure. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière du porche qu'elle avait laissé allumer. Elle actionna l'interrupteur dans l'entrée et se dirigea vers l'escalier. À mi-hauteur, elle remarqua de la lumière jaillir sous la porte du bureau de David. Étrange.
Elle avait éteint toutes les lumières plus tôt. « David » appela-t-elle. « Tu es à la maison ?» Pas de réponse, mais elle entendit du mouvement. Des pas, le grincement des meubles. Elle atteignit le palier du 2e étage. Les pas se firent plus bruyants, plus frénétiques, des papiers bruissaient, un tiroir claqua. « C'est David » appela-t-elle à nouveau. « Tout va bien ?» Toujours pas de réponse. Un malaise la parcourut. Elle s'approcha de la porte du bureau et la poussa. « David, je croyais que tu étais... » Les mots moururent dans sa gorge. Matthew Tenko se tenait au milieu du bureau saccagé. Les dossiers de David jonchaient le sol. Les tiroirs du bureau étaient ouverts. Le contenu S était répandu partout. Des livres avaient été retirés des étagères, des papiers arrachés des classeurs. « Matthew ?» Karen le regarda, choquée. « Pourquoi es-tu ici? Je croyais que tu étais avec... » Matthew se retourna lentement. Son visage luisait de sueur, sa peau pâle et cireuse. Ses cheveux, habituellement bien coiffés, se dressaient bizarrement. Quand son regard croisa le sien, elle vit que ses pupilles étaient dilatées comme des flaques noires. « Ça va ?» demanda Karen, même si visiblement. « Il n'allait pas bien. Tu as l'air malade. » Matthew fit un pas vers elle. Son mouvement était instable, et elle sentit une forte odeur d'alcool, mêlée à autre chose, de la sueur et du désespoir. « Que fais-tu ici ?» Karen garda une voix calme malgré son inquiétude grandissante. « David t'a-t-il demandé de trouver quelque chose ?» L'expression de Matthew resta impassible, froide. Il fit un autre pas en avant. Karen le connaissait depuis des années. David et lui étaient amis depuis le lycée, unis par leur passion commune pour le travail du bois. Elle ne l'avait jamais vu comme ça. « Matthew, reste là, dit-elle fermement. J'appelle un médecin. Tu as besoin d'aide. » Elle tendit la main vers le téléphone du bureau. Mais Matthew se précipita en avant avec une rapidité surprenante. Ses mains se refermèrent sur ses poignets, une poigne douloureusement serrée. « Lâche-la !» Karen essaya de se dégager, mais ses doigts s'enfoncèrent plus profondément. « Matthew, tu me fais mal. » Elle le poussa violemment, le libérant de son emprise. Sortant du bureau en titubant, elle attrapa la poignée de la porte et tenta de la refermer entre eux. Matthew attrapa le bord et l'ouvrit brusquement. La peur l'envahit. Ce N n'était pas le Matthew qu'elle connaissait, l'homme discret qui apportait des jouets faits maison à Emily, qui avait aidé David à construire leur terrasse un été. Quelque chose clochait terriblement. Karen se retourna pour courir vers les escaliers. Mais Matthew la rattrapa par derrière, lui serrant la taille dans ses bras. Elle se débattit tandis qu'il la portait, la tirait à moitié dans le couloir. Non, elle lutta contre son emprise, mais il était plus fort. Il poussa la porte de la chambre d'Emily et la jeta sur le petit lit, la couette. Mon petit poney amortit sa chute. Mais avant qu'elle puisse se dégager, Matthew était sur elle, la maintenant au sol. Son haleine empestait le whisky tandis qu'il la saisit. « Matthew, s'il te plaît !» supplia Karen, en essayant de le repousser. « Ne fais pas ça. Tu as une femme et un enfant à la maison. Pense à eux. » Il ne répondit pas, ne sembla pas l'entendre. Son visage resta étrangement impassible, tandis qu'il attrapait ses vêtements. La main de Karen trouva la veilleuse en céramique d'Emily sur la table de chevet, un éléphant rose qu'elle avait acheté des années auparavant. Elle le frappa violemment, touchant la tempe de Matthew. « Mais je suis désolé de devoir faire ça. » Il grogna et roula sur le côté, la main portée à sa tête. Karen se précipita hors du lit et courut vers la porte, mais Matthew se reprit rapidement. Il lui attrapa le bras et la fit pivoter, la projetant violemment contre l'armoire. L'impact lui coupa le souffle. Elle tomba à genoux tandis que l'armoire vacillait, sa base déjà instable cédant. La lourde pièce bascula en avant avec un fracas terrible. Le bois se fendit. Le sol en dessous se fissura et céda, révélant une cavité cachée. Tandis que la poussière retomba, Karen aperçut des cartons dans le trou, des dizaines remplies de cassettes VHS et de VCD. Le comportement de Matthew changea complètement. Son visage s'illumina d'un sourire inquiétant. « C'est ce que je cherchais. » Il se laissa tomber à genoux et commença à attraper des cassettes, les fourrant dans ses bras. Karen, encore sous le choc, observait, perplexe.
Qu'est-ce que c'est, était? Pourquoi était-elle cachée sous le plancher? Arrête! Elle se jeta sur Matthew, essayant de l'empêcher de prendre ses choses. Ses mains lui arrachèrent plusieurs cassettes qui écrasèrent sur le sol. Matthew jura et rassembla ce qu'il pouvait porter, serrant les cassettes contre sa poitrine. Il bouscula Karen et sortit en courant de la pièce, des pas résonnant dans les escaliers. « J'appelle la police !» cria Karen d'une voix tremblante, mais déterminée. Elle entendit la porte d'entrée claquer. Par la fenêtre, elle vit Matthew trébucher dans l'allée, serrant toujours ses prix volés. Il ne se retourna pas, ne semblant pas se soucier de sa menace. Quoi qu'il y ait sur ces cassettes, le risque en valait la peine. Karen s'affala contre le mur, le cœur battant. Ses poignets palpitaient là où Matthew l'avait attrapé. Son dos lui faisait mal à force de heurter l'armoire. Mais surtout, elle ressentait de la confusion et une peur grandissante. Que venait-il de se passer? Pourquoi Matthew S. était-il introduit chez David? Qu'y avait-il sur ces cassettes pour justifier qu'elle l'agresse? Elle regarda le sol effondré, les boîtes de cassettes encore visibles dans le compartiment secret. Quels que soient les secrets qu'il détenait, Matthew n'en avait emporté qu'une fraction. Le reste restait là, attendant de révéler son contenu. Les mains tremblantes, elle attrapa la cassette la plus proche. L'étiquette indiquait simplement « Volume de la chambre princesse, 47 pouces », la même phrase que celle du magnétophone d'Émilie. Mais maintenant, cela représentait une menace qu'elle ne comprenait pas vraiment. Karen se releva péniblement. Elle devait appeler la police. Les mains de Karen tremblaient alors qu'elle composait le 911. Le téléphone semblait incroyablement lourd. Lorsque la standardiste répondit, sa voix était saccadée. « J'appelle la police au 43728 rue Elm. Un homme vient de m'attaquer. Il est entré par effraction dans la maison et il a volé des choses. Il s'appelle Matthew Tenko. » Le répartiteur posait des questions calmes. Karen répondait machinalement, les yeux rivés sur le trou dans le sol de la chambre d'Émilie. « La police est en route », lui assura le répartiteur. « Restez en ligne jusqu'à leur arrivée. » En attendant, Karen ne put s'empêcher d'examiner les cassettes que Matthew avait laissées tomber dans sa hâte. Elle les a ramassées avec soin, lisant chaque étiquette. Volume de la chambre princesse, 23 pouces. Volume de la chambre princesse, 89 pouces. Volume de la chambre princesse, 6 lits 51/4 mai. Son estomac se noua. Combien y en avait-il? Elle jeta un coup d'œil dans le compartiment secret et vit des rangées de boîtes, chacune contenant des dizaines de cassettes et de disques. Des centaines au total, toutes étiquetées avec le même nom énigmatique. Les sirènes hurlaient au loin, de plus en plus fortes. Par la fenêtre, elle vit 2 voitures de patrouille s'arrêter, leurs gyrophares clignotant en rouge et bleu sur le ciel qui s'assombrissait. « Madame », un officier en uniforme apparut dans l'embrasure de la porte, la main posée sur son arme. « Êtes-vous Karen Mitchell ?»« Oui. » Elle se tenait sur des jambes chancelantes. « L'homme qui m'a agressé est parti il y a une dizaine de minutes. Il était ivre ou drogué. Il en a pris. » Elle fit un geste vers les cassettes. D'autres agents entrèrent, sécurisant la maison. L'agent principal, un inspecteur en civil, se présenta comme l'inspecteur Davis. Il était plus âgé, la cinquantaine, avec un regard bienveillant qui en avait trop vu. Karen lui raconta tout. La découverte de Matthew au bureau, l'agression, la chute de l'armoire et la révélation des cassettes cachées. Davis écoutait attentivement, prenant des notes. « Tu as dit qu'il s'appelait Matthew Tenko ?» demanda Davis. « Oui, c'est le meilleur ami de mon ex-mari. Ils se connaissent depuis le lycée. » Elle marqua une pause. « Je devrais appeler David. Il a besoin de savoir ce qui s'est passé. » Davis acquiesça. « Bonne idée. On voudrait lui parler aussi. » Karen composa le numéro de David, l'inspecteur se tenant à proximité. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que David ne réponde. Karen, sa voix était aigre et irritée. « Pourquoi tu m'appelles sans arrêt? David, où es-tu? Je te l'ai dit, je suis avec Matthew en thérapie. De quoi s'agit-il » Karen sentit son cœur se serrer. Encore un mensonge. « David, Matthew était justement là, chez toi.
Il m'a agressé. La police est là. Silence au bout du fil. Ils veulent te parler, continua Karen. Elle tendit le téléphone à Davis. Il veut te parler. Davis a pris le téléphone. Monsieur Mitchell, ici l'inspecteur Davis. Nous avons besoin que vous veniez à votre domicile immédiatement. Il y a eu un incident impliquant... La ligne a été coupée. Davis fronça les sourcils et rendit le téléphone. Il raccrocha. Il a dit qu'il était à son groupe de thérapie, a dit Karen, avec Madame Johnson. Mais ce n'est pas vrai si Matthew était là. Davis s'adressa à l'un de ses officiers. Il demanda l'adresse du centre de thérapie et les coordonnées de Madame Johnson. Il envoya une unité pour vérifier. Pendant que les policiers passaient des appels, Davis examinait les bandes. Son expression se fit plus sérieuse en lisant les étiquettes. Elles indiquaient toutes « Chambre princesse ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, admit Karen. Je l'ai entendu sur un vieil enregistrement de ma fille aujourd'hui. Elle a disparu il y a 9 ans. Ses cassettes étaient cachées sous le plancher. Le regard de Davis s'est aiguisé. Votre fille a disparu. Comment s'appelait-elle? Émilie. Émilie. Elle avait 5 ans lorsqu'elle a disparu de son lit. La voix de Karen s'est brisée. La police n'a jamais trouvé de piste. L'inspecteur échangea un regard avec ses agents. Madame, je pense qu'on devrait regarder ce qu'il y a sur ces cassettes. Ils se dirigèrent vers le salon. Les mains de Karen tremblaient lorsqu'elle alluma la télévision et inséra un disque dans le lecteur de David. Écran s'alluma. Au premier abord, cela semblait innocent. David et Émilie, 5 ans, dans leur salon, jouant avec des cubes. Le rire d'Émilie emplissait la pièce, ce même son clair provenant du magnétophone. Ça date d'avant sa disparition, murmura Karen. Peut-être quelques mois. À l'écran, David souriait à la caméra. Émilie, tu veux jouer à un jeu? Va dans la salle de la princesse et fais-moi une surprise. Ok, papa. Émilie bondit et courut hors champ. On entendait ses pas descendre l'escalier. David regarda la caméra droit dans les yeux et commença à compter. 1, 2, 3. Il tira chaque numéro, s'écoulant plusieurs secondes entre chaque numéro. Elle va au sous-sol, dit Karen, confuse. Mais nous ne l'avons jamais appelée la chambre de la princesse. David atteignit 10 heures et se leva. La caméra le suivit jusqu'à la porte du sous-sol et descendit. La vidéo s'interrompit brusquement. À la reprise, ils se retrouvèrent dans une autre pièce. Des murs roses, des peluches, un lit d'enfant avec des draps de princesse. Karen n'avait jamais vu cette pièce auparavant. Émilie était assise sur le lit, vêtue d'un minuscule maillot de bain, bien trop adulte pour une enfant de 5 ans. Elle semblait mal à l'aise, hésitante. Maintenant, pause pour papa. La voix de David résonnait derrière la caméra. Ce qui suivit glaça le sang de Karen. David entra dans le cadre et s'assit à côté d'Émilie. Ses mains se posèrent sur elle comme aucun père ne devrait toucher son enfant. Le visage d'Émilie exprimait confusion et malaise. « Arrête !» s'écria Karen. « Éteins !» Davis mit immédiatement la vidéo en pause. Karen s'effondra sur le canapé en sanglotant. Son monde était effondré en quelques secondes. L'homme qu'elle avait aimé, en qui elle avait eu confiance, avec qui elle avait partagé sa vie, était un monstre. Je ne l'aurais jamais cru, haleta-t-elle entre 2 sanglots. Je n'avais jamais vu cette pièce. Oh mon Dieu, mon bébé. Davis s'assit à côté d'elle, sa voix douce mais pressante. Madame Mitchell, je voudrais que vous réfléchissiez. Votre fille pourrait-elle encore être dans cette maison, au sous-sol? Karen s'est réveillée. Cette possibilité ne lui était pas venue à l'esprit. Le sous-sol. Il est toujours fermé à clé. David a la seule clé. Il a dit que était pour sa sécurité, pour garder ses outils en sécurité. Un officier s'est approché. Inspecteur, j'ai parlé à Madame Johnson. David Mitchell n'a pas suivi de thérapie depuis 3 semaines. Il n'est pas là ce soir. Davis s'est levé. C'est une cause probable. On va au sous-sol. Il se tourna vers ses officiers. Prenez les outils d'effraction dans la voiture. Nous franchissons cette porte. Oui, dit Karen fermement en essuyant ses larmes. Fais-le. S'il y a une chance qu'elle... Elle n'a pas pu finir sa phrase. 9 ans.
Emily aurait-elle pu rester au sous-sol pendant 9 ans? Les policiers sont revenus avec des outils lourds, un bélier et des pieds de biche. Ils se sont dirigés vers la porte du sous-sol, une barrière en chêne massif qui avait toujours semblé excessive pour une porte intérieure. « Reculez, madame !» ordonna Davis. Karen se pressa contre le mur du fond. Le cœur battant, après toutes ces années d'ignorance, de deuil, d'acceptation progressive de la disparition d'Emily, la réponse se trouvait-elle sous ses pieds depuis le début? Le premier coup de bélier fit trembler le mur tout entier. La porte tenait bon. David l'avait renforcée, réalisa-t-elle, plus solide que nécessaire. Une autre pièce de ce terrible puzzle se mettait en place. Davis ordonna à nouveau. Le deuxième impact fissura le cadre. Le troisième projeta des éclats de bois. Au quatrième coup, la porte céda avec un fracas terrible. La porte du sous-sol céda avec un dernier fracas, révélant un escalier en bois descendant dans l'obscurité. Un agent trouva l'interrupteur et l'alluma. Des ampoules fluorescentes s'allumèrent, illuminant un espace étonnamment organisé. Davis descendit en premier, arme au poing, suivi de 3 agents. Karen attendit en haut des escaliers que Davis l'appelle. C était clair. Vous pouvez descendre. Le sous-sol était exactement comme Karen s'en souvenait. Elle, établie de David, était adossée à un mur, ses outils étant soigneusement rangés. Des étagères contenaient des boîtes étiquetées de vis, de clous et de quincailleries. Un lave-linge et un sèche-linge occupaient un coin. Tout est en ordre. Mon mari est très organisé, dit Karen d'une voix légèrement résonnante. Il travaille parfois ici à construire des choses. Ce n'est pas complètement abandonné. Davis hocha la tête, mais son expression restait sceptique. Vérifiez tout. Il devait y avoir une entrée cachée quelque part. Les agents se déployèrent, examinant chaque mur, chaque recoin. Ils frappèrent sur les surfaces, à l'affût de son creux. Ils vérifièrent la présence de peintures fraîches, susceptibles de cacher une nouvelle construction, de matériaux différents et disparates, et de marques inhabituelles sur le sol en béton. À l'étage, Karen entendait d'autres agents parcourir les vidéos, à la recherche d'indices sur l'emplacement de la pièce secrète. De temps en temps, quelqu'un jurait ou émettait un son de dégoût. Elle ne voulait pas savoir ce qu'il voyait. Le vendeur de la quincaillerie avait parlé de fournitures de rénovation, a dit Karen à Davis. Il a ajouté que David avait acheté des matériaux pour un projet. « Avez-vous les plans originaux de la maison ?» demanda Davis. « Les plans de construction ?» « Je ne les ai pas vus depuis des années. David saurait où ils sont, mais David n'allait pas les aider. » Les recherches se poursuivirent méthodiquement. Les agents écartèrent les cartons de rangement, déplaça les meubles et vérifièrent derrière le chauffe-eau. 20 minutes passèrent sans succès. Karen se retrouva à 4 pattes, regardant sous l'établi. Si David avait caché quelque chose, il l'avait bien fait. Elle alla vérifier sous la machine à laver, penchant la tête pour voir dans l'étroit interstice. Quelque chose accrocha la lumière, un fin bord qui brillait différemment du sol en béton. « Inspecteur » appela-t-elle. « Il y a quelque chose là-dessous. » Davis et 2 agents se précipitèrent. Ensemble, ils saisirent la machine à laver et la détachèrent du mur. Le sèche-linge suivit, raclant bruyamment le sol. Un disque gisait à la place du lave-linge, couvert de poussière. Davis le ramassa avec précaution. L'étiquette indiquait « Volume de la salle Princesse, 331 pouces. Regardez le mur », a dit un agent. Là où les machines l'avaient dissimulé, le mur présentait une subtile irrégularité. Un morceau de cloison sèche ne correspondait pas tout à fait, le joint étant habilement dissimulé mais visible maintenant, il savait où chercher. Davis passa ses doigts le long du bord et trouva un loquet caché. Le faux panneau, réalisé avec brio, était presque invisible une fois fermé. « Reculez !» ordonna-t-il. Le loquet était verrouillé. Davis essaya de le forcer, mais il tenait bon. Un officier lui tendit un pied de biche. Le métal frotta contre le métal, puis la serrure céda avec un claquement. Le panneau s'ouvrit. Derrière, un passage étroit s'étendait dans l'obscurité. Des guirlandes lumineuses roses couraient au plafond, débranchées mais clairement destinées à éclairer le chemin. L'odeur les frappa immédiatement, moisissure,
métal et autre chose. Habitat humain dans un espace confiné. Davis a trouvé où les lumières étaient branchées et les a connectées. Une lueur rose emplit le passage, révélant des murs recouverts d'un matériau insonorisant. Le couloir était à peine assez large pour une personne. « Mon Dieu !» murmura un officier. Ils avancèrent en file indienne, Davis en tête. Le passage S étendait sur une vingtaine de mètres avant de déboucher sur une autre porte. Celle-ci était peinte en rose et décorée d'autocollants de princesse. Davis essaya la poignée. Verrouillée. Il frappa fermement. « Police ! Ouvrez la porte !» Silence. Il colla son oreille contre le bois et secoua la tête. L'insonorisation l'empêchait d'entendre à l'intérieur. Il leva le poing pour frapper à nouveau lorsque la serrure claqua. La porte s'ouvrit de quelques centimètres et une jeune voix se éleva joyeusement. « Papa, tu es en avance !» La porte s'ouvrit plus largement, révélant une adolescente. Elle portait une chemise de nuit rose, ses cheveux blonds étaient longs et emmêlés. Son sourire se figea lorsqu'elle vit Davis et les policiers derrière lui. Un cri aigu et terrifié lui arracha la gorge. Elle recula en titubant, les mains sur le visage. « Non, non, tu n'es pas réel. Papa a dit que tout le monde était mort. Karen a bousculé les policiers. Même après 9 ans, malgré les changements d'enfance à adolescence, elle reconnut sa fille instantanément. Émilie. Elle se précipita vers elle, les larmes aux yeux. « Chérie, c'est maman, c'est moi !» La fille se pressa contre le mur du fond, secouant violemment la tête. « Non, ma mère est morte. Tout le monde est mort. Papa a dit que était la fin du monde et qu'il ne restait plus que nous. » Karen s'est agenouillée, les bras tendus. « Non, ma chérie, ce n'est pas vrai. Je te cherche depuis tout ce temps. Je ne savais pas que tu étais là. Papa !» cria Émilie. « Papa, au secours, où es-tu? S'il te plaît, supplia Karen. Regarde-moi, regarde-moi vraiment. » Davis fit discrètement signe à ses officiers de rester en retrait, laissant la place à la mère et à la fille. Il sortit un stylo et le tendit à Karen. Comprenant immédiatement, Karen prit le stylo et commença à dessiner sur sa main. Un simple papillon avec un visage souriant, le même motif qu'elle avait dessiné d'innombrables fois quand Émilie était petite. « Tu te souviens ?» dit-elle doucement. « Tu me demandais de le dessiner chaque fois que l'ancien partait au lavage. Tu l'appelais ton papillon heureux. » Les yeux d'Émilie se fixèrent sur le dessin. Sa respiration ralentit. La reconnaissance s'imposa lentement, comme le soleil perçant les nuages. « Maman ?» Le mot sortit d'une voix brisée, incertaine. Mais papa dit, je sais ce qu'il a dit, ma chérie, mais il a menti. Je suis là, je suis réel. Karen ouvrit de nouveau les bras. Cette fois, Émilie s'y jeta. Elles se serraient l'une contre l'autre, sanglotant toutes les deux. Karen respira l'odeur de sa fille, sentit sa chaleur inébranlable, vivante. Après toutes ces années, vivant, Davis et son équipe entrèrent prudemment dans la pièce. L'espace était petit, environ 3 mètres sur 3,6 mètres. Murs roses, décoration princesse partout. Un matelas simple posé au sol avec des draps Disney, des jouets éparpillés un peu partout. Certains étaient adaptés à l'âge d'une adolescente, d'autres, visiblement de sa jeunesse. Un petit téléviseur était installé dans un coin avec un magnétoscope et des lecteurs de disques. Un trépied se trouvait à proximité, le support de caméra étant vide. Un équipement d'éclairage professionnel était également disponible. Des livres de coloriage et des crayons. Un tiroir étroit encastré dans le mur. Était probablement le moyen par lequel on livrait la nourriture. Dans le placard, les agents ont trouvé des objets qui les ont poussés à échanger des regards noirs, des jouets pour adultes et de la lingerie taille-enfant. Équipement vidéo. Des outils dont l'utilité était on ne peut plus claire. « Nous avons besoin de soins médicaux », dit Davis doucement dans sa radio, et confirmé que toutes les unités recherchent David Mitchell et Matthew Tenko. Mitchell est désormais le principal suspect d'enlèvement et de maltraitance d'enfants. Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard. Ils s'approchèrent doucement d'Émilie, lui expliquant qu'ils devaient vérifier son état de santé. Elle s'accrocha à Karen, mais laissa l'examen se faire. Dehors,
Dans l'ambulance, loin de la prison rose, Émilie était assise entre Karen et une ambulancière. Elle semblait hébétée, bouleversée par l'expansion soudaine de son monde. « Je croyais que tout le monde était mort », répétait-elle sans cesse. Papa a dit qu'il y avait une guerre, des bombes nucléaires. Il disait que nous étions les seuls survivants. Elle regarda Karen avec des yeux trop vieux pour ses 14 ans. Il a dit que je devais avoir un bébé pour sauver l'humanité. Mais je n'ai jamais été enceinte. Je me sentais tellement mal, comme si j'avais échoué. Karen sentit son estomac se retourner. Elle s'efforça de rester calme. « Ma chérie, as-tu déjà eu tes règles ?»« Oui, il y a 2 ans. Papa était si heureux. Il a dit que maintenant, nous pouvions vraiment commencer notre nouveau monde. » L'ambulancière prenait des notes, le visage soigneusement neutre. « Émilie, as-tu mal ? Des démangeaisons ou une gêne quelque part ?»« Non. » Émilie semblait perplexe face à la question. « Pourquoi tout le monde a-t-il si peur ? Papa a menti, je sais, mais il m'a toujours aimé. Il disait que ce que nous faisions était magnifique, que j'y étais faite pour lui. » Karen ravala un sanglot. 9 ans de séduction, de manipulation et d'abus déguisés en amour. Sa petite fille n'avait aucune idée de l'ampleur du mal. Elle prit doucement les mains d'Émilie. « Ma chérie, ce que ton père a fait n'était pas bien. Les adultes ne devraient pas faire ça avec des enfants. Ce genre d'intimité est réservé aux adultes qui se choisissent, comme mari et femme. »« Mais j'aime papa, » protesta Émilie, la confusion perceptible dans sa voix. « Je sais que tu l'aimes, mais il existe différentes formes d'amour. L'amour entre un parent et son enfant est censé être protecteur et sécurisant. Ce qu'il a fait, ce n'était pas de l'amour, ma puce. C était mal. » Émilie se tut, assimilant cette nouvelle information. L'ambulancière termina son examen initial. « Son état semble stable, » dit-elle doucement à Karen. « Mais elle aura besoin d'un examen complet à l'hôpital, vu les circonstances. » Karen hocha la tête. Elle comprenait. Il devait vérifier si sa fille était enceinte. Si elle était malade ou si elle avait subi des dommages physiques. Il devait connaître toute l'horreur de ce qu'elle avait enduré. Davis s'approcha de l'ambulance. « Nous devons vous emmener tous les deux au poste pour vos déclarations. » Elle, équipe médicale, dit que ce n'est pas une urgence, donc nous pouvons le faire en premier si vous le souhaitez. Karen regarda Émilie, qui semblait perdue dans ses pensées. « Oui, faisons-le. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Karen comprit la logique tordue du plan de David. Les disputes, l'insistance pour le divorce, il avait rêvé de liberté pour vivre son fantasme malsain sans interférence. Il avait gardé leur fille prisonnière pendant que Karen dormait à l'étage, faisait ses quarts, vivait sa vie en croyant qu'Émilie était partie. Les lumières roses du ferry brillaient encore au sous-sol lorsqu'ils partirent, marquant le chemin vers un cauchemar qui avait duré 3285 jours. 9 années de la vie d'un enfant, volé, perverti, corrompu. Alors qu'il sortait, Davis ouvrit la portière arrière de la voiture de patrouille. « Madame Mitchell, Émilie, veuillez monter. Il faut qu'on t'emmène à la gare. » Karen aida Émilie à s'installer à l'arrière, la suivant de près. La fillette, serrée contre sa mère, était encore déconcertée par le changement soudain de son monde. Elle, équipe médicale, les avait autorisés à être transportés. Mais Émilie aurait besoin d'examens approfondis ultérieurement. L'agent Chen était assis au volant, réglant sa radio. Des parasites crépitaient avant que les voix ne se fassent entendre clairement. Unité 12, nous avons appréhendé David Mitchell et Matthew Tenko au 3542 Riverside Drive. 6 autres suspects sont en garde à vue, demandant un véhicule de transport. Davis se pencha en avant. C'est eux. Chen, où est-ce? Riverside Drive est sur notre route vers la gare, monsieur. À environ 5 minutes d'ici. Je fais un arrêt rapide. Je veux voir la scène. Alors qu'ils traversaient les rues tranquilles de Portland, Karen serrait Émilie contre elle. La jeune fille n'avait pas beaucoup parlé depuis qu'elle avait quitté le sous-sol, demandant parfois où était son père, quand il reviendrait. Chaque question brisait un peu plus le cœur de Karen. La radio continuait son bavardage. Attention, des traces d'exploitation sexuelle d'enfants ont été trouvées sur les lieux. CSU a demandé. Karen a bouché les oreilles d'Émilie.
bien que la jeune fille semblait perdue dans ses pensées. La réalité de ce que David avait fait subir à leur fille la rendit physiquement malade. Ils tournèrent sur Riverside Drive, une rue résidentielle bordée d'arbres et bordée de modestes maisons à 2 étages. Des voitures de police bloquées à la route, gyrophares allumés. Une foule de voisins s'était rassemblée sur le trottoir, levant le cou pour voir ce qui se passait. « Restez dans la voiture », ordonna Davis en se garant. « J'arrive dans un instant. » Par la fenêtre, Karen voyait tout. 8 hommes menottés se tenaient près d'un fourgon de police. David était parmi eux, la tête baissée, les épaules affaissées. Matthew se tenait à côté de lui, oscillant légèrement, visiblement encore ivre. Les 6 autres hommes avaient entre 30 et 60 ans. Certains semblaient provocateurs, d'autres terrifiés. Tous portaient des vêtements confortables, typiques d'une soirée décontractée. Les policiers entraient et sortaient de la maison, portant des sacs de preuves. Karen entendait des bribes de conversation à travers la fenêtre entrebâillée. Nous les avons trouvés en train de regarder une vidéo en entrant. Princess Room, volume 962, semble récent. Ils disent qu'ils font partie de ce qu'on appelle la fraternité du sanctuaire familial. Les réunions alternent entre les maisons, partageant leurs connaissances. La bile monta à Karen. Un club. Ils avaient formé un club pour partager des vidéos de leurs propres enfants. Combien y avait-il d'autres victimes? David leva soudain les yeux, son regard croisant celui de Karen par la vitre de la voiture. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Puis ses lèvres s'incurvèrent en quelque chose qui aurait pu être un sourire. « Attends ici !» dit Karen à Emily, la voix tremblante de rage. Elle poussa la portière de la voiture et se dirigea vers son ex-mari. Les policiers s'avancèrent pour l'intercepter, mais elle fut trop rapide. Sa main heurta la joue de David, une claque violente qui résonna dans les maisons voisines. « Tu es un monstre !» hurla-t-elle. « Tu n'es pas un être humain !» David sursauta à peine. Sa voix était calme, presque celle d'une conversation. C était une relation consentie. Émilie m'a toujours aimé. Elle voulait... « Tais-toi !» Un officier attrapa le bras de David. Pas un mot de plus. Un autre officier tira doucement mais fermement Karen en arrière. « Madame, s'il vous plaît, ça ne servira à rien. » À travers ses larmes de rage, Karen vit Matthew l'observer. Il pinça les lèvres dans un geste obscène de baiser, puis les parcourut lentement de sa langue. Le même homme qui l'avait agressé quelques heures plus tôt, qui désirait désespérément ses vidéos. « Ramène-la à la voiture !» ordonna Davis. « Ces hommes n'en valent pas la peine. » L'agent ramena Karen à la voiture de patrouille, où Emily l'attendait, le visage collé à la vitre. « Où es-tu allée, maman? Pourquoi as-tu frappé papa ?» Karen se laissa glisser sur le siège, serrant sa fille contre elle. « Désolé, chérie, je n'aurais pas dû faire ça. Dehors. » Les policiers ont fait monter les 8 hommes dans des véhicules séparés. Le fourgon de transport s'est éloigné le premier, suivi de 2 voitures de patrouille. David n'a jamais regardé en arrière. Les techniciens de scène de crime ont continué leur travail. Par la fenêtre, Karen les regardait emporter carton après carton de preuves, cassettes VHS, VCD, DVD, chacun représentant l'enfant de quelqu'un, le cauchemar de quelqu'un. Ils ont même retiré les téléviseurs et les magnétoscopes, tout ce qui pouvait contenir des preuves. Un ruban jaune de scène de crime fut posé autour de la propriété. Les voisins chuchotaient entre eux, partageant sans doute leurs théories sur ce qui s'était passé dans cette maison d'apparence ordinaire, dans leur rue tranquille. Davis retourna à la voiture, le visage sombre. « Nous allons au poste. Il y a beaucoup à digérer, mais vous avez tous les deux bien travaillé ce soir. » Alors qu'il s'éloignait, Karen jeta un dernier coup d'œil à la maison, où le mal était caché à la vue de tous. Combien de maisons de ce genre existaient-elles? Combien d'enfants étaient enfermés derrière des portes ordinaires? Émilie bâilla, épuisée par les événements de la nuit. Quand pourrais-je rentrer? Karen caressa les cheveux de sa fille, maintenant longs et emmêlés après des années sans soins appropriés. Bientôt, ma chérie, nous te ramènerons à la maison. Saine et sauve.
Les lumières du commissariat apparurent devant eux, tel un phare dans l'obscurité. Quelque part derrière eux, David et ses complices étaient en cours d'arrestation, leur crime enfin révélé. Mais pour Karen et Emily, le véritable voyage ne faisait que commencer. Le long chemin vers la guérison de blessures plus profondes que quiconque aurait pu l'imaginer. Davis parlait doucement à Chen pendant qu'il conduisait. « Assurez-vous que les services familiaux aient quelqu'un de près. » La nuit s'annonçait longue. Le commissariat grouillait d'activité dès leur arrivée. Par une fenêtre donnant sur la salle d'enregistrement, Karen aperçut les 8 hommes en cours de contrôle. Empreintes digitales, photos, effets personnels catalogués. David se tenait droit, le dos vide, comme si était une soirée ordinaire. Une femme en tailleur gris s'approcha d'eux. « Je suis Rachel Martinez, des services de protection de l'enfance. Je resterai avec Emily pendant votre déposition. » Emily serra plus fort la main de Karen. « Je veux rester avec ma mère. »« Je sais, ma chérie, » dit Rachel doucement. « Mais il faut qu'on vous parle séparément. Juste un petit moment. Ta mère sera juste au bout du couloir. » Karen s'agenouilla et serra sa fille dans ses bras. « Tout va bien. Ces gens veulent nous aider. À bientôt. » Davis conduisit Karen dans une petite salle d'interrogatoire. Les murs étaient beige, le mobilier basique mais propre. Une caméra vidéo dans un coin enregistrait tout. « Prends ton temps, » dit Davis en s'installant en face d'elle. « Racontez-moi tout depuis le début. » Karen a parlé pendant près d'1 heure. Leur mariage, la naissance d'Emily, la nuit de sa disparition, les années de recherche, le deuil, la lente dissolution de leur relation, le divorce, la découverte du magnétophone, les révélations de la soirée. Davis prit des notes, posa des questions pour clarifier les choses, mais la laissa surtout parler. Lorsqu'elle eut terminé, Karen se sentit épuisée. Que va-t-il se passer maintenant? Qu'a fait David à notre fille? Le visage de Davis exprimait sa compassion. « Je dois vous prévenir. Ce que vous allez entendre est dérangeant, mais vous avez le droit de savoir. » Il se leva. « Suivez-moi. » Ils empruntèrent un couloir jusqu'à une autre pièce dont une grande fenêtre donnait sur une salle d'interrogatoire. David était assis à une table en métal, les mains menottées devant lui. 2 détectives étaient assis en face de lui. « La vitre est à sens unique, » expliqua Davis. « Il ne peut pas nous voir. » Il parlait depuis 20 minutes. Sa voix emplissait la salle d'observation. Il parlait calmement, presque fièrement, comme s'il décrivait une entreprise prospère. « Je l'ai emmené cette nuit-là, » a déclaré David. Le 15 octobre 1991. Karen travaillait de nuit. J'ai porté Emily en bas, jusqu'à la chambre de princesse que j'avais fini de construire. Elle dormait sans même se réveiller. Un détective s'est penché en avant. Et la fenêtre? Je l'ai ouverte. J'ai fait croire à un enlèvement. Tout le monde a cru. Il a souri. Elle a vécu là-bas pendant 9 ans. Je lui ai dit que était la fin du monde, guerre nucléaire. Nous étions les 2 derniers survivants. Elle croyait chaque mot. Les genoux de Karen s'affaiblirent. Davis la guida vers une chaise. « Ah, pourquoi ?» demanda le détective. « Pourquoi as-tu fait ça ?» David haussa les épaules. « Elle était à moi, ma création. Pourquoi ne pas la garder? Je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin. De la nourriture, des jouets, de l'attention. Et quand elle serait assez grande, il marqua une pause. Nous étions en train de reconstruire l'humanité. C'est ce que je lui ai dit. Elle avait besoin de mon bébé pour sauver l'espèce. Comment avons-nous pu rater la pièce ?» demanda l'autre détective. « Vous avez fait une inspection standard, » répondit David d'un ton dédaigneux. « Pas une fouille approfondie. J'avais encombré le sous-sol d'outils et d'équipements. Un coup d'œil et tu as passé à autre chose. Le faux mur que j'avais construit 2 ans plus tôt lors d'une rénovation, j'ai même déposé de faux permis. Je t'ai montré de faux plans. La pièce était insonorisée. Aucune ventilation dans la maison principale. Complètement indétectable. » murmura Karen à Davis. « Il a toujours eu un don pour la menuiserie, tellement précis, tellement organisé. Je travaillais de nuit. Je ne m'en doutais pas. » Sa voix s'est brisée. « Si Matthew n'avait pas été aussi imprudent ce soir,
nous ne l'aurions peut-être jamais retrouvé. Davis hocha la tête d'un air sombre. Revenons en arrière. Vous en avez assez entendu. Dans la salle d'interrogatoire, Karen était assise lourdement. Et Matthew? Pourquoi est-il entré par effraction? Matthew Tenko a été très honnête, a déclaré Davis. Quand on a perquisitionné la maison, il fulminait contre David. Apparemment, ils se disputent depuis des années. Il consulta ses notes. Dans leur groupe de malades, David était la vedette. Il a réalisé le plus de vidéos. Il a eu la victime la plus complaisante. Les autres partageaient leurs vidéos à tour de rôle. Mais les vidéos de David étaient toujours demandées en bonus. Il était fier de ce statut. Karen se sentait mal. Sa fille réduite à un divertissement pour monstres. Matthew est devenu obsédé. Davis a continué. Il nourrissait des désirs pour Emily, mais il ne trouvait pas où David la gardait. Il décida donc de voler la collection de vidéos. Il est entré par la porte de derrière ce soir. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois là. Il m'a agressé. Karen dit doucement, « J'ai essayé, on sait. » Il l'a avoué aussi. Il a dit que tu lui rappelais Emily. La voix de Davis était douce. « Madame Mitchell, votre fille aura besoin d'une thérapie intensive. Elle peut sembler aller bien en apparence, mais 9 ans de manipulation psychologique et d'abus, il y aura un traumatisme profond. Je le sais. » Karen a dit, « Mais elle est vivante. Nous avons une chance. » Davis se leva. « On va te réunir avec ta fille. » Ils trouvèrent Emily dans le couloir avec Rachel Martinez. La fillette sursauta en voyant Karen. « Maman ?» Elles s'enlacèrent, toutes les deux en pleurs. Karen respira l'odeur de sa fille, encore étonnée qu'elle soit réelle, vivante. « Tiens, un agent t'accompagnera bientôt à l'hôpital, » dit Rachel. Pour l'examen dont nous avons discuté, ils se dirigèrent vers une salle d'attente silencieuse. Emily se blottit contre Karen sur un canapé usé. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Le poids de tout ce qui était arrivé, tout ce qui allait devoir arriver. Je les ai appuyés, puis Emily s'est mise à pleurer. Pas les larmes confuses de tout à l'heure, mais des sanglots profonds et déchirants. L'officier m'a tout raconté, et je pense qu'il avait raison. Papa m'a menti. Elle a haleté. Surtout, le monde n'a pas pris fin. Tu n'étais pas mort. Toutes ces années. Elle leva vers Karen un regard dévasté. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Karen la serra plus fort. Je ne sais pas, ma puce. Parfois, les gens en qui nous avons confiance font des choses terribles. Ce haine n'était pas de votre faute. Rien de tout cela n'était de votre faute. Mais je l'aimais, murmura Emily, même quand il... Je pensais contribuer à sauver le monde. Je me sens tellement stupide. Tu n'es pas stupide. Tu étais un enfant qui croyait ce que te disait quelqu'un qui aurait dû te protéger. Karen caressa les cheveux de sa fille. Nous allons surmonter ça ensemble. Ce ne sera pas facile. Mais nous sommes tous les deux forts, plus forts que nous le pensons. Ils étaient assis dans la salle d'attente, tandis que la gare se taisait autour d'eux. Quelque part, David et ses associés étaient en cours d'intégration dans le système qui, espérons-le, les tiendrait à l'écart à jamais. Mais pour Karen et Emily, l'attention S était déplacée du passé vers l'avenir. « Il nous faudra un nouveau foyer, » dit doucement Karen. « Un endroit frais. Et tu iras à l'école. Fais-toi des amis. Aie une vraie vie. » Emily hocha la tête contre son épaule. « Est-ce que les gens vont me détester? Est-ce que ça va être douloureux de passer à autre chose? » « Non, » dit doucement Karen. « Le temps aide. Parler aide. L'amour aide. La douleur s'atténuera, et vous créerez de nouveaux souvenirs pour adoucir les anciens. Et quant aux gens, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé. À vous de choisir qui mérite votre confiance. À qui partagerez-vous votre histoire? » Un officier apparut dans l'embrasure de la porte. « Madame, l'escorte pour l'hôpital est prête. » Il se tenait debout, les mains jointes. En traversant le poste de police, Karen pensait au long voyage qui les attendait. Les examens médicaux, séances de thérapie, procédures judiciaires, réapprendre à faire confiance, vivre sans peur, enseigner à Emily le monde qui lui avait été refusé, mais elles y feraient face ensemble. Amour, véritable amour,
protecteur et bienveillant. Cela éclairerait leur chemin. L'obscurité créée par David ne pouvait l'éteindre. Finalement, était la leçon. Le mal peut se cacher derrière des visages familiers, dans des maisons ordinaires, sous le masque de l'amour. Mais le véritable amour perdure. Il cherche à travers 9 années d'obscurité. Il brise les faux murs. Il refuse de perdre espoir. Alors qu'ils atteignaient les portes de la gare, Émilie serra la main de Karen. « J'ai peur, maman. Moi aussi, admit Karen. Mais nous sommes ensemble maintenant. Et ensemble, nous pouvons tout affronter. » Ils s'avancèrent dans la nuit, vers la voiture qui les attendait, vers la guérison, vers un avenir qu'ils construiraient jour après jour.